Bonsoir, nous sommes le lundi 8 janvier 2014, il est 1 h du matin. Je voudrais revenir sur la question de l'instrumentalisation et sur le lien entre émetteur et récepteur. Il peut se créer des liens entre un émetteur et un récepteur sans que l'émetteur en soit conscient. Et sans que ça dépende même des vertus propres à l'émetteur. Il suffit que le récepteur accorde de l'importance à l'émetteur, et cette importance, elle peut être liée simplement à une dimension visuelle, une dimension auditive. Par exemple, quand le coq chante, eh bien, ça peut réveiller les gens. Il n'en a rien à faire, le coq. Le fait que nous accordions une importance au soleil ou à la lune, est-ce que ça a une importance pour le soleil et la lune? Rien à faire, ça ne coûte rien. Donc, ce serait différent si nous allions sur la lune, par exemple. Alors, effectivement, ce qui nous est arrivé d'ailleurs, en 69, et puis depuis, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Du moment que nous ne touchons pas à l'objet, que nous ne le transformons pas, que nous n'allons pas au contact de cet objet, directement, je ne parle pas du contact visuel, cette fois-ci je parle du contact physique, eh bien l'objet il reste tel quel. Et c'est là qu'il y a instrumentalisation. C'est-à-dire lorsque on se sert d'un objet pour quelque chose qui ne correspond pas à la vocation et à l'emploi normal de cet objet, même si on peut le faire. Donc je peux me servir de cet petit objet qui me sert à appuyer sur les touches du analogique, je peux m'en servir pour me nettoyer les oreilles, pourquoi pas, ou pour touiller un plat, mais ce n'est pas la vocation de l'objet. Là aussi, il y a effectivement une instrumentalisation. Je ne tiens pas compte de la réalité de l'objet. Ou plus exactement, j'accorde à l'objet des fonctions qui ne sont pas ses fonctions fondamentales. Mais ça peut servir aussi à ça. Donc toute personne, tout objet est susceptible d'être utilisé pour autre chose que ce pourquoi il est fait, si tant est qu'il soit fait pour quelque chose. Et il se crée un lien qui va impliquer évidemment le récepteur, puisque c'est le récepteur qui crée ce lien en quelque sorte, mais qui pourrait éventuellement impliquer l'émetteur. Je vais prendre un exemple qui est peut-être un petit peu discutable de la façon dont l'anglais a utilisé le français. Est-ce que le français visait spécialement à pénétrer la langue anglaise? Je peux dire cela. Mais le fait est là. Il y a eu une fascination, qu'on peut qualifier effectivement de fascination, le rapport entre l'anglais et le français. Il y a une fascination de l'anglais pour le français qui, finalement, ne peut pas être ignorée par le français. S'il y a des gens qui vous empruntent à votre insu, qui vous copient à votre insu, il y a un moment donné où ça devient un problème. Par exemple, les fameuses contrefaçons asiatiques de certains objets français, a priori au départ, on n'est pas censé être au courant. Mais à un moment donné, il va y avoir une circulation de ces objets contrefaits que les fabricants des objets originaux ne pourront ignorer. Et donc, quelque part, le lien que le récepteur élabore, établit, fixe avec l'émetteur, c'est-à-dire que l'objet, ce que moi j'appellerai l'émetteur, eh bien, ce lien, il va devenir réciproque quelque part. C'est-à-dire que l'émetteur va être concerné par le récepteur. Où est-ce que je veux en venir quand je dis tout cela? Eh bien, je voudrais parler des relations qui s'établissent, par exemple, entre un homme et un animal.
Et Dieu sait si aujourd'hui c'est une chose fréquente et habituelle. Des millions d'animaux. Alors, d'une certaine façon, les hommes n'ont pas besoin de ces animaux. Et peut-être que ces animaux ont besoin des hommes. Voilà une question qui se pose. Quelque part, ces animaux, et d'ailleurs c'est un des sujets les plus intéressants au niveau du lamarckisme, ces animaux ont fini par développer un rapport particulier avec les humains. Que ce soit les pigeons, que ce soit les chats, les chiens, les oiseaux, certains reptiles même peut-être, des serpents, des tortues, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas au départ, c'est un caractère acquis. Je ne sais pas si Darwin a suffisamment accordé l'importance à ce lien que l'homme établit avec les animaux, et je pense que c'est un argument en faveur du lamarckisme. Donc, les animaux, quand ils naissent, d'instinct, si on peut dire, quand ils sont des animaux domestiques, vont développer une appétence, une attirance pour l'humain. Alors que ce n'était pas probablement leur raison d'être au départ. Donc c'est quelque chose qui s'est rajouté à leur dimension initiale. La sous-utilisation, c'est ça. C'est quelque chose qui vient se rajouter du fait d'un élément extérieur qui investit cet objet, et cet objet n'est plus ce qu'il était. Il a changé. Quand bien même il n'aurait pas changé dans son apparence, quand bien même il aurait gardé ses fonctions initiales, il sera transformé par la relation, l'emploi que l'un fait de l'autre, que le récepteur fait de l'émetteur. Ce qui montre bien d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'émetteur a souvent autant d'importance, autant d'impact sur le récepteur, autant d'impact sur l'émetteur que l'émetteur sur le récepteur. Et parfois davantage, peut-être. Et je voudrais en arriver à la question du couple, à la question des rapports entre hommes et femmes, hommes et femmes. J'ai développé l'idée que les hommes, par essence, en quelque sorte, devraient être autosuffisants, puisqu'ils sont, ils sont fondamentalement androgynes, comme on peut le lire dans la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'Adam masculin et féminin. Il n'a pas dit Dieu créa l'homme et la femme, dans un premier temps. Et d'ailleurs, comment Dieu pourrait créer à son image une dualité comme l'homme et la femme? Non. Il faut que ce soit quelque chose qui soit intégré en une seule et même entité. La question qui se pose, c'est la force de l'amour, en quelque sorte. La force de l'amour. Alors, l'émetteur, alors on va pinailler, où est l'émetteur, où est le récepteur? C'est vrai que j'emploie ce mot dans un sens qui n'est pas forcément l'acception normale et habituelle. Et je crois que c'est très important qu'en philosophie, on puisse modifier le sens des mots, modifier les rapports entre les mots, et ne pas s'en tenir à des structures préétablies sur le plan sémantique, sur le plan sémiotique, etc. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Même dans les cafés philo, les gens ne comprennent pas que les mots sont appelés à changer de contenu, de signification. Parce que tout simplement, le langage est constitué dans un certain contexte intellectuel, philosophique, qui le marque d'une certaine façon. Et
si ce contexte a évolué, eh bien, il faut que le langage aussi évolue. Ce que les gens ne comprennent pas. Alors, dans le cas qui nous concerne, on peut dire que les femmes ont plus besoin des hommes que les hommes des femmes en principe. En principe. Mais l'attachement d'une femme à un homme peut-il être indifférent pour l'homme? J'étais en train de dire qu'il fallait distinguer l'émetteur et les récepteurs. L'émetteur, c'est celui qui, en fin de compte, émet. C'est-à-dire qu'il émet pas au sens de AIME, évidemment, dans le sens d'émettre. Il émet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il émet? Il est là, il est présent, il est là. Sa présence est là. Donc il émet par sa présence, par un rayonnement qu'il a quelque part. Le récepteur, c'est celui qui perçoit cette émission, qui capte cette émission, et qui en fait quelque chose, et qui en tire quelque chose de cette émission, qui se comporte par rapport à cette émission. Même si cette émission, elle est en quelque sorte à l'insu de l'émetteur. Mais à un moment donné, même si l'émetteur n'a pas besoin fondamentalement du récepteur, il ne peut pas l'ignorer. Vous avez pensé à une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques années, je n'ai plus d'auteur. Il y a un personnage, un étranger qui arrive dans une famille pour travailler au champ, etc. Et il est complètement indifférent aux effets qu'il provoque sur les autres. Et notamment au fait que, par exemple, une femme de la maison pourrait tomber amoureuse de lui. Tomber amoureuse de lui. Et à un moment donné, il ne peut pas ignorer l'exigence d'une forme de réciprocité. C'est-à-dire que c'est contagieux quelque part, le processus. Je voudrais parler de la genèse de l'astrologie. L'astrologie élabore tout un système à propos des planètes du système solaire, à propos des étoiles, qui n'a aucun intérêt intrinsèquement pour les étoiles et pour les planètes. Et qui ne nous dit rien de fondamental sur les étoiles et sur les planètes. Sauf qu'elle nous dit quelque chose sur elles, qui n'est pas réellement ce qui est important à savoir, vous confirmerez les astronomes, mais qui finalement est peut-être plus important que ce que les astres sont par eux-mêmes. Il est tout à fait possible que quelque chose gagne en valeur par le fait qu'on lui accorde une importance, un usage, qui n'était pas déterminé au départ, qui n'était pas concevable au départ, mais qui s'est greffé. Et on a comme ça des faux débats. Les astronomes vont dire ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les astres agissent sur l'homme, qu'est-ce que ça prouve? Ils ne veulent pas comprendre que la question n'est pas là. La question de savoir si les hommes, eux, accordent de l'importance aux planètes, s'ils accordent de l'importance à certaines configurations, eh bien voilà, c'est une valeur ajoutée qu'on ne saurait ignorer. Et qui peut être plus intéressante, qui peut donner une dimension plus intéressante à l'astronomie et aux astres que ce qui aurait été s'il n'y avait pas eu cette dimension astrologique. Pour revenir aux femmes, quelque part, l'amour d'une femme est une valeur ajoutée à l'homme. Ça lui apporte quelque chose en plus. Et par conséquent, si cet amour disparaît, s'évanouit, est renié, en quelque sorte, par la femme, il y a un phénomène d'appauvrissement qui peut être éprouvé. Un appauvrissement
non pas par rapport à ce qu'est l'homme intrinsèquement, mais par rapport à quelque chose qu'on lui a ajouté et qu'ensuite on lui a retiré. On lui a... Bon, alors, effectivement, vous voyez bien que là, c'est dramatique. Dans le cas des astres, le fait qu'un jour on décide, par exemple, ce qui s'est produit par certains côtés, que désormais on n'attacherait pas d'importance aux planètes, et à ce qu'elles signifient, et à leurs influences, etc. Quelque part, c'est un appauvrissement du cosmos. Mais en même temps, c'était une forme d'aliénation, parce que on ajoute quelque chose qui n'a pas lieu d'être en principe, mais qui peut être dans les virtualités possibles de l'émetteur, dans le passage de la puissance à l'acte, pour venir à Aristote, l'acte, le passage à l'acte, peut apporter un élément supplémentaire, une dimension supplémentaire, un enrichissement, qui n'était pas au niveau de la puissance, c'est-à-dire du potentiel initial. Donc, en ce sens-là, l'astrologie enrichit l'astronomie. Elle apporte une dimension supplémentaire à l'astronomie. Ce passage à l'acte, de la puissance à l'acte, de ce que l'astronomie peut, en tant que signifiant, parce qu'en fait, l'astronomie, ce sont des signifiants par rapport à nous. Ce sont des signifiants auxquels on veut bien accorder une signification, un signifiant. Et en cela, on enrichit, non seulement on enrichit, mais on met fin à une sorte d'indétermination. On fait acte de sélection. Le passage de la puissance à l'acte, ça n'a peut-être pas été assez dit, c'est un acte de sélection. Parmi toutes les potentialités, pour passer à l'acte, il faut que je fasse un choix. Et là, on retombe dans une problématique judéo-chrétienne, biblique, Dieu qui fait le choix d'un peuple, qui fait le choix d'un jour, qui fait le choix d'une femme dans le cas de Marie, mère de Jésus, etc. Passage à l'acte implique sélection. On ne peut pas tout ajouter à tout. Il faut décider ce qu'on ajoute. Donc pour conclure, ce sentiment d'appauvrissement qui est dû au fait que on vous avait ajouté quelque chose et qu'on vous le retire, qu'on vous en prive, c'est intéressant. Et on est là dans le domaine de la tentation, quelque part. On prend de l'addiction, addict. On s'adonne à quelqu'un, on prend l'habitude d'être en rapport avec quelqu'un, on prend l'habitude de la relation, de ce lien avec cette personne-là, alors qu'on n'en avait pas besoin fondamentalement. Et à ce moment-là, si jamais ça se perd, si ça disparaît, il va y avoir une souffrance, un traumatisme. Qui n'est pas le même traumatisme que le rapport de la mère avec son enfant. Car ce rapport entre la mère et son enfant, il est fondamentalement évident. Il va de soi. Puisque, quelque part, ça fait partie du fonctionnement même de la mère d'avoir un enfant. Alors que ça ne fait pas partie du fonctionnement nécessairement de l'homme d'être en couple. C'est pas la même chose. Mais en même temps, ça lui arrive, du fait de la femme, et par un processus de miroir, évidemment, à un moment donné, il peut être plus amoureux de la femme que l'inverse. Tout est possible. Nous avons là donc un processus qui est au cœur de l'astrologie, qui est la seule façon de comprendre l'astrologie. Et si on rajoute la question de rapport entre l'homme et les animaux, effectivement, les astres sont quelque part... Alors, on ne peut pas dire que ce sont les astres qui... Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ce sont les astres qui... je veux dire, ce sont les astrologues en tant que
facteurs féminins en quelque sorte, qui vont charger les astres d'une signification, notamment ils vont leur attribuer des divinités, de la mythologie, etc. Dans le cas des animaux, est-ce que ce sont les animaux qui vont vers l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui va vers les animaux? Allez savoir. D'une certaine façon, je dirais que c'est plutôt les animaux qui vont vers l'homme. Puisque pour moi, l'homme, il est fondamentalement autonome. Et ce n'est que en profitant d'un abus de faiblesse, d'une crise existentielle, que, éventuellement, des éléments extérieurs à l'homme peuvent se greffer sur lui et peuvent avoir prise sur lui.